Après une traversée dans le désert de près de 400 km, dans des conditions parfois un peu sportives, parti de Tindouf, une ville du sud-ouest algérien, en plein Sahara, à la frontière du Maroc et de la Mauritanie, je suis à Tifariti, la capitale proclamée de la République arabe sahraouie démocratique. C'est ici que chaque année en mai, les Sahraouis célèbrent la création du Front Polisario. Situé sur un territoire qui représente environ 20% de la surface totale du Sahara occidental. Des milliers de personnes sont réunies dans un vent chaud chargé de sable pour exprimer leur foi dans un État délivré de la tutelle marocaine et recouvrir les 80% restants de leur territoire occupé par le Maroc. L'événement attendu de la journée, un défilé militaire pour cette armée forte de plus de 10 000 hommes, l'occasion de rencontrer Mohamed Haddad, membre fondateur du Front Polisario, diplomate sahraoui, coordinateur du Front Polisario avec la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Bien que décédé récemment, son analyse demeure pertinente parce que s'il y a bien une chose qui n'est pas changée depuis le cessez-le-feu de 1991 et les multiples tentatives de négociation, c'est le statu quo. Le fait d'organiser cet événement à Tifariti, un territoire libéré, est pour nous une manière de montrer que nous exercions notre souveraineté sur cette partie du territoire que nous avons libérée. Donc cela d'un côté et d'autre part pour aussi montrer que malgré les cessez-le-feu, malgré les frustrations dues à l'incapacité des Nations Unies d'assumer ses responsabilités et surtout, bien entendu, des obstacles posés par le Maroc devant la voie référendaire, qu'il y a un potentiel humain, avant tout, générationnel, qui est là pour prendre le flambeau, pour continuer la lutte si c'est nécessaire, pour imposer le respect des droits de notre peuple à choisir démocratiquement son avenir. Donc c'était le message premier, en plus de l'exercice de notre souveraineté sur notre territoire, et de montrer que de ce côté aussi, il y a un fait accompli, le fait accompli de la libération face au fait accompli de l'occupation, et que la seule issue pour sortir de cette situation, c'est de donner la parole au peuple sahraoui pour que, je le répète, démocratiquement, il puisse donner son point de vue sur son avenir. Le potentiel humain, la première richesse, le premier atout pour nous, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont défilé hier. Et l'important, c'est que plus de 70% des gens qui ont défilé hier, hommes et femmes, sont âgés entre 18 et 25 ans. Donc ils relèvent l'ancienne garde, les combattants qui ont fait la guerre, continuent de constituer l'encadrement nécessaire pour que cette relève se fasse dans les meilleures conditions. Mais l'essentiel de la troupe, c'est des jeunes recrues qui ont bien entendu passé par les écoles de formation militaire, qui ont passé aussi un certain temps dans les unités aux avant-postes, dans les régions de Tifariti, Mehris, Bir Lehlou, où il y a les postes d'observation des Nations Unies, et qui bien entendu participent de temps à autre aux manœuvres militaires qui sont organisées 2 fois par an dans les territoires libérés de la RASD. Il y a, il faut le dire, très franchement, une impatience, pour ne pas parler d'une frustration qu'on essaie à chaque fois de refouler, et qui consiste à dire, écoutez, ça suffit, basta ya. Ce sont plus de 17 ans qui se sont passés depuis l'établissement du cessez-le-feu et la promesse de la communauté internationale, des Nations Unies, du Conseil de sécurité, d'organiser ce référendum. C'est une chose facile. Il s'agit d'un corps électoral qui ne dépasse pas les 100 000 personnes. Le vote pourrait être organisé en un temps record, en quelques heures. Les Nations Unies ont dépensé plus d'1 milliard de dollars à ce jour et rien n'a été fait. Quand même, nous refusons ce fait. Nous rejetons ces promesses à chaque fois reportées.
il est temps, ou bien les Nations Unies organisent un référendum, ou bien nous devons nous donner la possibilité de pouvoir nous défendre par nos propres moyens. Il s'est avéré que le Maroc n'accepte que le langage de la force, le langage des armes. Et nous devons nous donner cette opportunité. Donc c'est là, en fin de compte, le sentiment général qui prévaut, surtout au niveau des jeunes. Nous le disons, bien entendu, l'organisation politique, et cela a été rappelé en décembre dernier lors du congrès du Front Polisario, que oui, nous comprenons parfaitement bien cette impatience, mais nous pensons qu'il y a encore que tant que le drapeau des Nations Unies est là, flotte sur le territoire et symbolise que ce territoire n'est pas un territoire marocain, tant qu'aucun pays dans le monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur ce territoire, tant qu'il y a volonté du Conseil de sécurité d'avoir toujours ce problème à son ordre du jour, et surtout après 4 ans de négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, il faut donner une chance à ce processus pacifique. Il faut donner une chance aux négociations. Mais en même temps, la direction du Front Polisario doit à un certain moment déterminé faire une analyse approfondie de la situation et déterminer les choix. Et surtout le choix qui est à même de garantir le respect des droits de notre peuple à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc nous rejetons la négociation pour la négociation, mais une négociation dont l'objectif est de donner la parole au peuple sahraoui, parce qu'il s'est avéré au fil des ans, après 3 décennies, que le fait accompli colonial n'est pas une solution. Et que quel que soit le temps qui a été donné au Maroc, les moyens utilisés par le Maroc, utilisant à la fois alternativement le bâton et la carotte pour essayer d'assimiler la population sahraoui en recourant au transfert de dizaines de milliers de Marocains pour changer les données démographiques du territoire, la répression, la corruption, que cela n'a pas mené très loin. Et que la population sahraoui, surtout aujourd'hui avec l'intifada pacifique, El Ayoun, Smara, Dakhla, Boujdour, et même dans le sud du Maroc, là où il y a une population sahraoui, que c'est l'expression de ce rejet total de l'occupation marocaine et qu'il est temps que la parole soit donnée aux Sahraouis pour qu'ils puissent exprimer leur point de vue. Donc la négociation n'est pas une négociation pour la négociation, mais une négociation dont l'objectif ultime doit être le respect de ce qui a été décidé par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité a maintenu le cap. Il a continué, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1813, a continué de dire il y a 2 propositions sur la table. La feuille de route de toute négociation, c'est de trouver une solution garantissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Bien entendu, nous savons qu'il y a des faucons au sein du Conseil de sécurité, c'est clair. Il y a des puissances qui veulent imposer le point de vue marocain, mais nonobstant, il y a d'autres pays également, heureusement, au sein du Conseil de sécurité qui défendent la légalité internationale et qui veulent qu'une chance soit donnée. Donc, répondant un peu à cette bonne volonté de ces partis au niveau du Conseil de sécurité, nous nous sommes dit que nous allons continuer à donner une chance à ces négociations et maintenant la balle est dans le camp du Conseil de sécurité et du secrétariat général des Nations Unies. Ben là, c'est les intérêts, tout simplement, c'est les intérêts. Chaque fois, le prétexte est différent. Parfois, c'est parce que c'est une lutte de communistes, puis il y a le problème du terrorisme, etc., etc. Mais en tout cas, tout ça, c'est des prétextes. Le Front Polisario est un mouvement nationaliste dont l'objectif est l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il est d'ailleurs très ouvert, et ça noir sur blanc dans les textes, dans la constitution de la race, que sera un État démocratique, où le multipartisme va régner, où le respect de toutes les conventions internationales, surtout celles relatives aux droits de l'homme, seront complètement respectés, où le rôle de la femme est prépondérant et très important. Je dirais un exemple que 33,5% du Parlement actuel, sur les 50 membres du Parlement, 33% sont des femmes. Mais aussi un islam modéré, qui ne connaît pas d'extrémisme dans cette contrée du monde. Donc, en fin de compte, là, il n'y a pas de possibilité
d'extrémisme. L'extrémisme, il faut le chercher dans les bidonvilles de Casablanca, de Rabat, et au Maroc lui-même. Ici, les observateurs de la MINURSO sont là depuis 1991. Ils dorment sous la protection, y compris des officiers supérieurs français. Ils dorment ici même à Tifariti, ils dorment sous la protection de nos soldats, des soldats de l'armée sahraoui. Et ils savent parfaitement bien que c'est une région que nous contrôlons bien et qu'elle est hors de toute interférence, de tout extrémisme. Nous pensons qu'à contrario, refuser la voie démocratique pour la solution du conflit, imposer, malgré la résistance du peuple sahraoui et le refus du peuple sahraoui de ces 30 dernières années, mordicus, une solution qui renforce le fait accompli colonial marocain, va plutôt être, comme on dit, un plâtre sur une plaie mal fermée et créera davantage de problèmes qu'elle ne résoudra de solutions. Nous avons donné une possibilité, nous avons offert une sortie, parce que notre plan que nous avons proposé au Conseil de sécurité, il permet la possibilité, il donne des solutions à toutes les conséquences qui pourraient, par exemple, être entraînées par un vote massif des Sahraouis en faveur de l'indépendance. Et surtout, pour trouver une réponse à cette préoccupation de ces grandes puissances, entre guillemets, vis-à-vis de la sécurité et la stabilité au Maroc. Nous avons dit, mais écoutez, s'il y a un référendum de termination avec plusieurs choix, dont l'autonomie proposée par le Maroc. Et si la population sahraoui votait pour l'indépendance, nous sommes disposés à nous asseoir avec vous, Marocains, autour de la table et de poser sur cette table toutes les préoccupations marocaines, qu'elles soient financières, qu'elles soient économiques, qu'elles soient d'ordre social, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient militaires. Nous sommes disposés à, dans un esprit d'ouverture, de trouver une solution à tous les problèmes qui peuvent être créés. À titre d'exemple, nous avons dit, mais écoutez, nous sommes disposés à commencer par l'exploitation en commun des richesses du Sahara occidental, en commun entre le Maroc et le gouvernement sahraoui. Nous avons dit que pour ce qui est des problèmes sociaux, la présence massive de citoyens marocains dans les territoires, que nous sommes disposés à leur donner des cartes de résidents, à donner la nationalité à certains d'entre eux qui sont là depuis de nombreuses années, qui ont leurs enfants, qui ont des biens dans les territoires. Nous avons dit que, également, sur le plan sécuritaire, s'il y a des problèmes, nous sommes disposés, nous sommes très ouverts. Si le retour de l'armée marocaine va être un problème, on pourra le rééchelonner sur une période déterminée. On pourra faire des unités mixtes Maroc-Sahraoui pour lutter contre tout danger sécuritaire dans cette région. Donc, en fin de compte, nous avons ouvert la possibilité pour une voie de sortie qui préserve le droit international, mais également les intérêts et les préoccupations du Maroc.